Qui ne voudrait pas prendre un bon bain dans cet étang frais par une si chaude journée d'été? Tu piques une tête dans son eau revigorante, la brise te caresse le visage. Tout est parfait. Jusqu'à ce qu'une ombre furtive glisse sous la surface. Tu penses à une feuille, vu sa taille, et tu n'y fais plus attention. Mais la chose te mord, et sur ton gros orteil! Tu te précipites vers la berge, et tu t'aperçois que tu t'es fait attaquer par une punaise d'eau géante. Tu as eu la malchance de tomber sur un insecte croqueur d'orteils. On l'appelle même parfois la tique alligator. Tu survivras à la morsure de ce monstre, mais ça va être désagréable. Les punaises d'eau géantes sont présentes dans le monde entier, dans les mares et les lacs. Et leurs morsures sont bien plus fréquentes qu'on ne le pense. Sois donc vigilant la prochaine fois. Voici comment tu peux les repérer. Cette punaise peut atteindre une longueur de plus de 10 cm. Selon le Guinness des records, cela en fait le plus grand insecte aquatique de la planète. On dit que sa morsure est l'une des plus douloureuses qu'un insecte puisse infliger à un humain. On les trouve dans le monde entier, mais elles sont particulièrement répandues en Amérique du Nord. Elles se fondent dans le paysage. Leur corps brun foncé imite les feuilles des zones humides. Pas étonnant que tu ne l'aies pas remarqué. Prédatrices, elles s'attaquent généralement aux petits poissons, aux têtards et à d'autres insectes. Mais elles peuvent également s'en prendre à de plus grosses proies, comme les serpents et même les tortues. Par chance, tu es beaucoup plus grosse qu'une tortue. Chez certaines espèces, les femelles pondent leurs œufs sur le dos des mâles. Ils les transportent ensuite partout où ils vont. Tu trouveras peut-être ça mignon, mais la vue d'une tique alligator transportant ses œufs est en réalité vraiment répugnante. Tu en auras immédiatement froid dans le dos. Et le pire, c'est que cet insecte aquatique peut aussi voler. Alors fais aussi bien attention à ce qui se passe au-dessus de ta tête. Tandis que tu reprends ton souffle sur la berge, quelque chose atterrit sur ton épaule. Vite, balaye ça du dos de ta main. C'est un ostridé. Ces insectes diptères sont minuscules et vicieux. Ils pondent leurs œufs sur des moustiques qui les déposent ensuite sous la peau des humains où ils pénètrent. La température de ton corps est un environnement parfait. Quand les œufs éclosent, les larves commencent leur vie. Elles doivent à tout prix se nourrir pour survivre. Charmant. On trouve cette mouche principalement en Amérique centrale et du Sud. Mais elle a également été repérée en Floride. Le ver plat à tête de marteau. Ça te dit quelque chose? Et non, il ne s'agit pas d'un animal hybride mi-requin, mi-lombric. Quoique, en examinant un de tout près, on a plusieurs fois signalé leur présence en Géorgie. Et ils portent bien leur nom, avec cette tête en forme de croissant. Sauf que ce n'est pas leur tête. Leur bouche se trouve au milieu de leur corps. S'ils sont si repoussants, ce n'est pas par hasard. Ces petites choses sont venimeuses. Ils produisent de la tétrodotoxine, la même que l'on trouve chez le poisson-globe. Les scientifiques ne savent pas encore de quelle manière ils utilisent cette toxine, mais il y a fort à parier que c'est pour attraper leur proie, d'autres vers. Nous ne savons pas non plus en quelle quantité cette toxine est dangereuse pour un humain, mais les experts nous conseillent de garder nos distances. Si tu l'écrases, ce ver a la capacité de se reformer, et donc de se multiplier, comme dans le mythe de l'hydre. Ce petit animal, qui n'a absolument aucun humour, est en plus considéré comme une espèce particulièrement invasive. La chenille Lonomia obliqua est elle aussi très intimidante, et pour cause. Avec son venin puissant, elle n'est pas là pour rigoler. Ses larves sont recouvertes de minuscules soies en forme de pic qui sécrètent une toxine anticoagulante très toxique. Se faire piquer est donc plutôt grave. Mais en plus, comme elles vivent en grappe, il est fréquent d'en rencontrer plusieurs en même temps. La plupart du temps, leur piqûre est indolore. Tant mieux, pas vrai? Eh bien, en fait, non. Parce qu'alors, on n'a aucune idée de ce qui vient nous arriver. Et puis, les symptômes apparaissent. En outre, tu ne trouveras aucune marque visible à l'endroit où tu as été piqué. Mais le plus étrange au sujet de cette chenille, c'est qu'elle est super petite par rapport aux dégâts qu'elle peut causer. Elle ne fait pas plus de 5 cm. On la trouve couramment dans les forêts tropicales d'Amérique du Sud, notamment en Uruguay, en Argentine et au Brésil. Mais attention, cette bestiole n'existe pas que sous une seule forme. La chenille n'est que le premier stade de la vie de cet insecte. Oui, cette horrible chose est bien un bébé. Une fois atteint l'âge adulte, elle prend une forme entièrement différente.
celle d'un papillon de la famille des Saturnidae. Mais ne te fais pas d'illusions, il n'est pas devenu inoffensif en perdant ses verrues urticantes. Il est toujours venimeux et maintenant, il peut voler. Tu te consoleras peut-être en apprenant qu'il ne vit que quelques semaines sous cette forme. Car une fois métamorphosé, il n'a plus de bouche pour manger. Tu peux voir leurs petites maisons de terre en forme de cône sur le sol, comme des mini-volcans éparpillés dans ton jardin. Les fourmis sont généralement des petites bestioles inoffensives qui ne te prêtent aucune attention et qui ne font que travailler dur toute la journée. Mais si tu rencontres un groupe de myrmécias australiennes, il n'y a qu'une seule chose à faire: courir! Ces insectes terrifiants, aussi appelés fourmis bulldog, tirent leur nom des énormes mandibules pointues sortant de leur bouche. C'est ce qu'elles utilisent pour attraper n'importe quelle créature, qui se trouve être leur malchanceux déjeuner ce jour-ci. Leur alimentation peut inclure des coléoptères, des chenilles, des mouches et même des guêpes, des araignées et des grenouilles. En gros, ces fourmis s'attaquent à tout ce qui s'approche de trop près. Elles sont à la fois féroces et intelligentes. Elles chassent leur principale concurrente, l'araignée chasseuse, en remplissant son nid de brindilles, de feuilles et de tout ce qu'elles ont sous la main. Cela fait sortir l'araignée, laissant toute la nourriture à la merci des fourmis. Mais revenons à ces mandibules vicieuses. Ce n'est pas la seule chose à laquelle tu dois faire attention. Elles utilisent ces mandibules pour s'accrocher à quelque chose, un repas, un ennemi, ta peau, tout en y faisant pénétrer un dard hautement venimeux. Ce n'est pas comme une piqûre d'abeille. Elles peuvent le faire plusieurs fois et c'est inoffensif pour elles. C'est d'ailleurs le dard dont il faut s'inquiéter, et non pas la morsure, même si la piqûre n'est pas tellement agréable. Et si l'une d'entre elles pressent un danger, elle va libérer un produit chimique dans l'air pour alerter les autres. Si tu t'approches, même sans le vouloir, trop près de leur colonie, toute la brigade sortira pour te faire dégager. Et pour couronner le tout, elles ont une excellente vision. Elles sont rapides et elles peuvent sauter. Elles sont aussi d'une taille relativement grande pour des fourmis, à peu près aussi longue qu'une allumette. Donc, garde tes distances. Mais ne te contente pas de surveiller tes pieds pour voir si des dangers se cachent au sol. Attention, voici une abeille africanisée qui vient droit sur toi. Cette créature est le fruit d'une expérience de laboratoire qui a terriblement mal tourné. Tout a commencé dans les années 50. Le but était de créer une abeille qui produise plus de miel. La méthode, croiser une espèce d'abeille africaine avec un groupe d'abeilles européennes. Le résultat, un monstre féroce, plus agressif et plus territorial que la plupart des autres types d'abeilles. En réalité, au début, tout allait bien. Mais un jour, à cause d'un accident de laboratoire, plus de 20 colonies de ces monstres ont été libérées. Elles se sont répandues dans toute l'Amérique du Sud et jusqu'au continent nord-américain. On dit que ces abeilles n'aiment pas qu'on s'approche de chez elles à moins de 4,50 m, soit environ la moitié de la longueur d'un bus. Si cela arrive, elles sortent toutes ensemble pour se défendre. Cela représente environ 10 000 abeilles en colère qui se dirigent droit sur toi. Elles sont capables de poursuivre un intrus sur une distance équivalente à 4 terrains de football. Espérons que tu as assez d'endurance pour échapper à cette menace. Et puis il y a ces hyménoptères de taille cauchemardesque. Le frelon géant d'Asie est le plus grand. Il fait à peu près la taille de ton pouce et est 20 fois plus massif qu'une abeille mellifère standard. Ces insectes se nourrissent d'abeilles, de guêpes, de menthes et même d'autres frelons. Ils peuvent atteindre des vitesses de 40 km/h à la recherche de nourriture ou pour chasser un humain intrusif. Leur dard est assez long pour percer une combinaison d'apiculteurs et il y a eu apparemment des cas où ces frelons ont pulvérisé leur venin directement dans les yeux de l'intrus. Nous allons faire une pause dans les créatures volantes et nous diriger vers la plage. Mais même une promenade tranquille pour ramasser des coquillages peut se terminer en cauchemar si tu ramasses accidentellement un escargot cône. Lorsqu'ils chassent ou se défendent, ces escargots tirent un harpon en forme d'aiguille à travers l'extrémité pointue de leur coquille. Une petite goutte de leur venin suffit pour 10 adultes. Oh, et il n'existe à ce jour aucun antidote. Maintenant, l'habitant des mers ayant le venin le plus puissant du monde est la méduse boîte. Cette créature est assez grande, environ de la longueur de ton avant-bras, sans compter ses longs, très longs tentacules. Pourtant, les gens ne la remarquent pas toujours car elle est transparente. La méduse s'accroche à sa proie avec tous ses tentacules toxiques et elle a assez de venin pour 60 adultes. Peu de gens peuvent se vanter d'avoir survécu à un rendez-vous avec cette créature. Donc, la mer n'est pas plus sûre que ton jardin. Et pendant que tu nettoies ton garage, fais attention à l'araignée recluse brune. Elles ne sont pas d'une taille si impressionnante et ne dépassent généralement pas la taille d'une pièce de 20 centimes. Mais c'est bien là le problème.
tu verras facilement une tarentule, d'ailleurs inoffensive, s'approcher de toi. Mais avec une recluse brune, tu ne la verras pas avant qu'il ne soit trop tard. La morsure initiale n'est pas très douloureuse. Certaines personnes ne se rendent même pas compte qu'elles ont été piquées. Mais dès qu'elle a enfoncé ses crocs en toi, son venin commence à faire son effet, silencieux mais très néfaste. En 3 à 8 heures, tu as des rougeurs et des gonflements à l'endroit de la piqûre. Puis vient la brûlure. Et elle s'intensifie à partir de là. Les effets disparaissent généralement au bout de 5 jours, mais ils peuvent durer jusqu'à 3 mois. Certains animaux laissent clairement percevoir qu'ils ne sont pas là pour rire. Les requins et leurs mâchoires aux nombreuses rangées de dents, les scorpions et leurs dards venimeux, le bruit du serpent à sonnette sur le point d'attaquer, bref, tu as compris. Pourtant, plein de créatures a priori inoffensives font plus de ravages que les animaux les plus effrayants. Comme la lanterne tachetée, un joli petit insecte qui nous vient de Taïwan, du Vietnam et du nord de la Chine et qui a réussi à semer la terreur dans le monde entier. Laisse-moi t'expliquer. Aussi gros que le bout de ton pouce, cet insecte est facilement identifiable. Ses ailes antérieures, grises ou marron, ont des poils noirs. Dessous, les ailes postérieures rouges vifs font de cet insecte une beauté. Mais ne te laisse pas berner. Cet insecte peut être le pire ennemi de l'écosystème. Et il se déplace de la Corée au Japon et même à travers l'océan vers l'Amérique centrale. Sur son chemin, il cause des dégâts sur d'innombrables espèces de plantes. Aux États-Unis, il a infesté les érables et les bouleaux. Alors, que se passe-t-il ? La lanterne tachetée perce le tissu des feuilles et des tiges. Ensuite, elle suce la sève. Cela laisse un manteau sucré sur les feuilles qui permet alors à la moisissure de prospérer. La plante ou l'arbre ne peut donc plus pousser et finit par flétrir. Cela peut alors impacter la production agricole, les arbres et les forêts en développement. Mais pas de panique, cet insecte ne mord pas et ne pique pas les humains. Mais les dommages causés aux plantes suffisent à dépêcher les plus hautes autorités. En quittant la Terre pour l'océan, on découvre une créature dont le corps est recouvert d'épines venimeuses. Voici l'acanthaster pourpre. Il passe ses journées à ramper et à se nourrir de coraux. En fait, il est super pour l'écosystème. Il mange les coraux qui poussent à toute vitesse, laissant ainsi une chance aux espèces plus lentes de se développer. Mais le problème survient lorsque la population de ces acanthasters s'avère trop élevée. Ils peuvent alors envahir de vastes étendues de coraux. Cette sorte d'étoile de mer est d'ailleurs en partie responsable des énormes pertes de la grande barrière de corail en Australie. Une étude de 2012 a démontré qu'il y avait 2 causes principales depuis 27 ans, celle-ci et les cyclones tropicaux. Pire encore, leurs épines produisent une neurotoxine qui provoque une douleur aiguë et qui dure des heures. Si tu touches ou marches sur l'acanthaster par mégarde, les épines peuvent se casser et s'insérer sous ta peau. Il est alors possible qu'une infection et toute une série de problèmes en découlent. Évite cette étoile de mer. Ensuite, nous avons la carpe. Tu connais peut-être la version colorée, la carpe koi. Elles ont été spécialement élevées pour avoir l'air plus vives. Les carpes mangent ce qui se trouve sur le plancher marin. Elles mangent des plantes, des animaux, des algues et d'autres micro-organismes qui vivent dans la vase des rivières et des lacs. Le problème est que leur mode de consommation dégrade la qualité de l'eau. Les carpes déracinent les plantes et troublent l'eau. Cela ne permet pas à la lumière d'entrer en assez grande quantité, donc certaines espèces ont du mal à survivre. Elles dégagent aussi une grande quantité d'azote. Cela rend l'eau inhabitable pour d'autres poissons. Et c'est pour cela que beaucoup de gens les considèrent comme des animaux nuisibles. Curieusement, les éléphants font aussi partie de cette liste des terreurs de la nature. Pour trouver de la nourriture et de l'eau, ces géants parcourent de vastes territoires. Sur leur chemin, ils cassent des branches, soulèvent des buissons et font tomber des arbres entiers. S'ils en déracinent quelques-uns ça et là, la nature n'a pas trop de mal à retrouver ses droits. Mais la situation a empiré au point d'inquiéter les scientifiques. En Afrique de l'Est, les arbres ont beaucoup souffert du passage des éléphants. Il convient de mentionner que ce n'est pas entièrement leur faute. À l'époque, beaucoup de feux de forêt les poussaient à fuir. Tout n'est pas si terrible non plus. Après qu'ils aient pris leur déjeuner à base de fruits et de légumes, ils transportent les graines sur des kilomètres. Comment ? Eh bien, avec leur système digestif. Puis, de nouvelles plantes se mettent à pousser. Et lorsqu'il n'y a pas d'eau disponible, ils creusent des trous profonds dans le sol avec leurs pattes, leurs trompes et leurs défenses. Cela aide aussi les animaux assoiffés aux alentours. Les kangourous sont aussi des détraqueurs de l'écosystème. L'Australie en fait les frais depuis peu à cause de la surpopulation. Une décennie de climat humide a permis à la flore d'abonder, mais aussi aux marsupiaux. Ils sont passés de 27 millions en 2010 à 45 millions en 6 ans. Les kangourous ont commencé à éradiquer les plantes locales et beaucoup d'animaux se sont retrouvés sans nourriture et sans habitat. En retirant l'herbe ancrée dans la terre, ils provoquent de l'érosion dans des zones qui luttent pour préserver leur sol.
Les sauterelles forment d'énormes essaims qui se répandent à travers plusieurs zones et détruisent les cultures sur leur chemin. Cela coupe les vivres et certaines espèces ne parviennent plus à s'alimenter. Les plus connus sont les criquets pèlerins, qui vivent en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient. En période calme, ils couvrent une zone de 15 millions de kilomètres carrés. C'est presque 2 fois la taille du Canada. Mais durant les pics de population, ils peuvent recouvrir 1/5 de la planète. Un essaim classique qui noircit le ciel peut mesurer 740 km de long. Il contient 60 millions de criquets, tous les kilomètres environ. Chaque criquet consomme son propre poids en végétaux chaque jour. Un essaim de la taille de Paris peut manger la même quantité de nourriture par jour que la moitié de la population française. Les chèvres ne sont pas si inoffensives non plus. Ce sont des mangeuses voraces et très attirées par les arbustes, les arbres et toutes sortes de plantes. Elles peuvent dévaster des terres riches et verdoyantes pour en faire des terres stériles si on les laisse faire. Le problème a été découvert en Australie tout particulièrement et sur d'autres îles isolées où des personnes ont tenté de s'installer. Il s'avère qu'elles creusent dans la croûte terrestre avec leurs sabots, les chèvres, pas les personnes. Et quand le climat se dégrade, le vent transporte la terre meuble et l'érosion s'ensuit. Tu es donc chez toi, en train de boire ta tisane, sous un plaid, en mode bien cosy, quand tout à coup, tu vois un énorme moustique. Ses pattes longues et traînantes font la taille de la paume de ta main, et il se heurte maladroitement à tous les obstacles qu'il rencontre. Malgré son apparence maladroite, il reste super flippant. Et s'il était porteur de la malaria ? Et s'il te dévorait vivant pendant ton sommeil ? Lentement, pour ne pas attirer l'attention du monstre sur toi, tu glisses hors de ton fauteuil et cours vers la salle de bain. Tu t'y enfermes et tu ouvres Internet sur ton portable. Quelques secondes plus tard, tu pousses un soupir de soulagement. Il s'avère que c'est juste un cousin, ou araignée d'eau, pas du tout un moustique. Elle peut ressembler à une bête féroce, mais elle est en fait pacifique et même sans défense. Beaucoup d'araignées d'eau n'ont même pas de bouche, alors elles ne mangent pas du tout. Et celles qui ont une bouche ne mangent que du nectar de fleurs sucrées. Les araignées d'eau sont vraiment maladroites dans les airs. Leurs ailes plutôt courtes ne font pas le poids face à leur corps énorme et à leurs longues pattes. Alors, elles sont lentes et il est facile de les attraper. Les oiseaux et les grenouilles, ainsi que les chauves-souris et les chats, les adorent comme une friandise. Leur seule façon d'éviter d'être mangés est de perdre un membre. Leurs pattes se cassent facilement, même si rien ne les touche. Et si tu n'es toujours pas convaincu de ne pas t'empresser de mettre le feu à ta maison quand tu en vois une, considère ceci. Les araignées d'eau peuvent te dire si l'eau de la piscine dans laquelle tu vas te baigner est de bonne qualité. Si tu vois ces insectes au-dessus de l'eau, tu peux y aller. De plus, les pêcheurs font souvent ressembler leurs appâts à des larves d'araignées d'eau. Cela les rend plus appétissants pour les poissons. Mais en cherchant sur Google, on se retrouve vite absorbé dans la lecture d'articles sur des insectes bizarres et assez dingues. Par exemple, voici le Catacanthus, aussi appelé punaise puante à visage humain en anglais. Non, elles ne puent pas vraiment, du moins pour les humains. Elles émettent des phéromones qui attirent d'autres punaises, leur faisant savoir qu'il y a de la nourriture à proximité. Sa caractéristique la plus particulière réside dans son nom. Une punaise à visage humain a un visage sur le dos, avec 3 points noirs dessinés sur le rouge. La couleur vive de son dos avertit les prédateurs que la punaise n'est pas vraiment savoureuse, voire peut-être même venimeuse, tandis que les yeux noirs attirent leur attention sur la tête vulnérable. L'Acaria stimulea, appelée chenille à sel en anglais, porte bien son nom aussi. Elle ressemble à une créature d'une autre planète avec une selle vert vif sur le dos. Et la selle est, malheureusement, la seule partie de la bestiole à laquelle on peut toucher en toute sécurité. Les épines que l'on voit sur tout le reste de son corps sont pointues et très venimeuses. Si tu veux lui donner une tape amicale sur le dos, assure-toi de ne toucher à rien d'autre. Maintenant, voilà un scarabée titan. Voici le plus grand coléoptère du monde. Il peut atteindre la longueur de ta main, paume et doigt compris. En voir un dans la nature peut être une expérience choquante, surtout s'il te fonce droit dans la figure. Mais ne t'inquiète pas. Heureusement, ce géant est placide et ne mord pas si tu ne lui veux pas de mal. Mais si tu le provoques, ne laisse jamais ses mandibules te toucher. L'insecte sifflera et mordra avec suffisamment de force pour fendre un crayon en deux. Ce qui est intéressant, c'est qu'un scarabée adulte ne se nourrit pas du tout. Il n'a pas besoin de nourriture pour survivre. En tant que larve, il reçoit suffisamment d'énergie pour assurer sa subsistance, même lorsqu'il est adulte. J'aimerais bien avoir cette capacité. Un insecte encore plus menaçant est un veta géant.
résidant en Nouvelle-Zélande, ces créatures ressemblant à des grillons donnent l'impression que quelqu'un a oublié de fermer le portail vers l'enfer. Un corps massif et costaud, avec 6 pattes épineuses, de longues antennes d'apparence extraterrestre et de grosses mandibules qui pourraient facilement couper de l'acier. Eh bien, en fait, ces insectes géants sont assez pacifiques et ne mordent pas à moins d'être provoqués. Et même s'ils le font, ce n'est pas aussi grave que tu pourrais le penser. Il y a des vidéos avec des vétas qui mordent les mains de personnes qui les tiennent et ne font aucun mal. Ne te laisse donc pas effrayer, même si un tel insecte peut peser plus lourd qu'un moineau. Les atlas ont l'air d'avoir 3 têtes, dont 2 de serpents. Ces jolis papillons nocturnes ont des formes étranges à l'extrémité de leurs ailes, qui ressemblent à des têtes de serpents. Cela semble être leur mode de défense contre les prédateurs. C'est aussi pour cette raison qu'on les appelle parfois les papillons cobras. En Asie du Sud-Est et en Inde, où ils habitent normalement, les papillons atlas se retrouvent souvent dans les fermes à papillons, produisant de la soie. Et ça, c'est un spectacle impressionnant. L'envergure des ailes d'un de ces papillons peut atteindre 25 cm. C'est plus grand que ta main. Les araignées pans sont peut-être les arachnides les plus mignons du monde. Tu ouvres le robinet de l'évier dans ta cuisine et tu entends soudain un violent craquement sous tes pieds. Inquiet, tu coupes l'eau aussitôt, mais le craquement se répète. Et cette fois, c'est de ta gauche qu'il provient. Tu te diriges vers la porte sur la pointe des pieds, en faisant attention à ne pas faire de bruit, quand soudain, toute la maison se met à trembler et à grincer. Terrifié, tu te précipites dehors, et juste au moment où tu te retournes, tu vois ta jolie maison s'effondrer. Tu te diriges vers l'immense tas de débris et tu l'inspectes pour savoir ce qui a bien pu se passer. Et puis, tu vois ça. Un gigantesque essaim d'insectes volant au-dessus des restes de ta maison. Et tu te souviens que tu les as vus entrer et sortir de chez toi pendant des années, mais tu ne leur as jamais vraiment prêté attention. Si tu l'avais fait, tu aurais su qu'il s'agit de fourmis charpentières volantes, et que ta maison était en danger depuis longtemps. Les fourmis charpentières ne volent que pendant une courte période, à la fin du printemps ou au début de l'été, lorsque les conditions météorologiques sont clémentes. C'est leur saison nuptiale. À cette époque de l'année, elles volent en essaim autour des maisons et on les remarque davantage. Le reste de l'année, elles se comportent presque comme des fourmis normales, se cachant dans les trous et les recoins des maisons. Et je dis presque car elles font quelque chose qui aura de graves conséquences. En gros, elles mangent ta maison de l'intérieur. Les fourmis charpentières, comme leur nom l'indique, aiment beaucoup le bois. Le bois humide ou pourri est leur premier choix. Il est plus facile à ronger pour creuser des galeries. Mais un solide morceau de bois ne les arrêtera pas. Il ne fera que les retenir un peu plus longtemps. À mesure que le système de galeries se développe, d'autres fourmis naissent des œufs que la reine pond tout au long de sa vie. Et au bout de quelques années, la colonie compte des milliers, voire des millions d'individus, et ta maison n'est plus qu'un énorme morceau de fromage à trous. Tu ne t'es aperçu de rien. Si tu vois des fourmis volantes, c'est que la colonie a déjà atteint une taille énorme et que ta maison est en grand danger. Il est fort probable qu'une immense fourmilière ait déjà secrètement envahi toutes les parties en bois de ta maison, de ses fondations à son toit et à ses murs. Encore quelques années et les dommages structurels deviendront trop importants et la catastrophe sera inévitable. Alors, si tu vois des essaims d'insectes volant à l'intérieur de ta maison, appelle immédiatement un service d'extermination des nuisibles. La fourmi balle de fusil est la plus grande parmi toutes les espèces de fourmis. Pourtant, malgré cela, elle ne dépasse pas les 2 cm. Tu trouveras surtout la fourmi balle de fusil dans des pays comme le Nicaragua et le Paraguay, au cœur des forêts tropicales. Elle est peut-être petite, mais sa piqûre est extrêmement douloureuse. La piqûre d'une fourmi balle de fusil est jusqu'à 30 fois plus douloureuse que celle d'une guêpe ou d'une abeille. Les habitants de la région appellent parfois ce petit insecte la fourmi 24 heures. Car tu ressentiras cette douleur pendant une journée entière. Malgré la sensation désagréable, la piqûre d'une fourmi balle de fusil n'est pas très dangereuse et devrait guérir en une semaine. Ces fourmis ont une habitude singulière, qui pourrait facilement te permettre d'éviter leur atroce piqûre. Elles dégagent une odeur puissante et répugnante, afin de faire fuir leurs prédateurs. Donc, si un jour tu fais une randonnée dans la forêt tropicale, et que tu sens soudain une odeur extrêmement désagréable, prends tes jambes à ton cou. Il existe un peu moins de 300 espèces différentes de Solenopsis dans le monde, parmi lesquelles la fourmi de feu, et toutes sont des fourmis piqueuses. Les fourmis de feu sont de minuscules insectes qui voyagent en vastes colonies et ont une couleur marron clair bien reconnaissable, presque rouge. On les trouve surtout aux États-Unis, où elles sont attirées par la nourriture. Elles ont une fâcheuse tendance à s'incruster dans les pique-niques et à gâcher la fête.
Les piqûres de fourmis de feu provoquent des démangeaisons intenses mais ne sont pas très dangereuses. Passer l'endroit touché sous l'eau froide devrait aider à calmer ces démangeaisons et la piqûre devrait disparaître en 1 semaine environ. Si tu présentes une réaction plus grave que des démangeaisons, assure-toi de demander d'urgence conseil à ton médecin. La fourmi de velours n'est pas du tout une fourmi. C'est une sorte de guêpe sans ailes qui ressemble beaucoup à une fourmi. Ces bestioles ne forment pas de grandes colonies et vivent généralement seules, cachées dans les hautes herbes. Ce comportement leur a valu l'autre surnom de fourmi-vache, car il arrive qu'en paissant l'herbe d'un pré, l'un de ces animaux marche sur une fourmi de velours qui lui injecte alors son venin. Les humains se font aussi parfois piquer, surtout s'ils marchent pieds nus. Tu marches le long de la rive. Tout est calme, excepté le clapotis paisible de l'eau. Le soleil chaud de Géorgie te frappe dans le cou. C'est là que tu remarques quelque chose d'étrange sur le sol. On dirait une pièce noire de 25 cents avec un étrange motif. Tu te penches pour regarder de plus près. Est-ce bien une pièce de monnaie ? Ce truc ressemble à un ancien sceau avec un symbole gravé dessus. Il provient probablement d'une civilisation disparue depuis longtemps. Tu pourrais le vendre et faire fortune. Tu t'accroupis sur un genou pour ramasser ton nouveau trésor. Dès que ton doigt le touche, tu retires vite ta main, car tu sens la peur s'infiltrer dans tes tripes. C'est poilu. Tu essayes de le ramasser à nouveau en enfonçant tes ongles dans la terre pour le sortir du sol. C'est alors que il se met à bouger. Ton cœur bondit dans ta poitrine. Il bat si fort que tu peux le sentir dans ta tête. La peur se transforme en horreur lorsque la pièce sort du sol en se tortillant. Ce n'est pas un trésor antique, c'est une énorme araignée. Une Cyclocosmia trincata pour être précis. Cette excroissance en forme de pièce de monnaie sur son dos lui sert de bouclier. Cette terreur à 8 pattes s'enfonce dans le sol et le ferme comme un bouchon de liège afin que les ennemis affamés ne puissent pas l'atteindre. Ou, tu sais, des humains géants et étourdis comme toi. Cette araignée est venimeuse, mais sa morsure n'est pas toxique pour l'homme, heureusement pour toi. Mais je n'ai pas dit que tu ne sentirais rien. Mieux vaut ne pas s'approcher du tout de ces crocs immenses. Aïe! Eh bien, tant pis pour tes finances. Peut-être que la fortune t'attend dans la péninsule de Basse-Californie au Mexique. Tu marches sur un sol desséché quand tu remarques une longue bande blanche devant toi. Tu t'en rapproches, on dirait un super long ver, tu te dis. Mais il ne bouge pas comme n'importe quel ver que tu as déjà vu. C'est là que tu réalises qu'il a des bras et une tête. Cette créature pâle aux yeux noirs en forme de perle est un lézard taupe du Mexique. Il vit dans le sol où se trouve tout son menu, composé d'insectes et de termites. Il sort rarement, alors tu as de la chance d'être tombé sur ce reptile bizarre. Te voilà dans une forêt tropicale au nord-est de l'Australie. Devant toi, à moitié caché parmi les arbres, tu remarques quelque chose de grand et de rond. Cette mystérieuse silhouette étendue sur le sol est couverte de poils noirs. Au départ, tu penses que c'est un ours recroquevillé et endormi, mais cela n'aurait aucun sens. Il n'y a pas d'ours en Australie. Tu t'en rapproches et tu sens qu'une brindille craque sous ton pied. La chose t'entend et se met sur ses pattes. Elle se tourne vers toi et tu vois maintenant que c'est un oiseau bizarre et magnifique. Ses poils noirs ne sont en fait qu'un épais manteau de longues et fines plumes. Cette formidable poule a une tête bleu vif avec une grande corne sur le dessus. Elle repose sur 2 solides pattes avec une griffe en forme de poignard sur chacune d'entre elles, qui peut être aussi longue que ta main. Si tu enlèves ses plumes, tu pourrais confondre cette bête avec un vélociraptor. Mais c'est en fait un casuaridé, l'oiseau le plus dangereux du monde. Il pourrait sauter tout droit par-dessus ta tête s'il le voulait. Il est certainement assez grand pour te donner un coup de pied dans la poitrine. Et ses coups sont assez puissants pour te briser un os. Sans parler de cette griffe qui peut couper n'importe quoi comme du beurre. Cet oiseau est programmé pour chasser et éviter d'être chassé. Ne pense même pas à t'enfuir, à moins que tu ne puisses toi aussi sprinter à plus de 50 km/h. Plonger dans ce lac là-bas ne pourra pas non plus te sauver. Cet oiseau est un excellent nageur. Il est préférable de reculer lentement et d'espérer qu'il ne va pas te poursuivre. Une autre créature qui prouve qu'il vaut mieux garder ses mains pour soi est la fourmi panda. Son nom est explicite. Elle est noire, blanche et poilue comme le plus mignon des mâcheurs de bambou. Ce petit bougre poilu vit dans les forêts du Chili, mais ne va surtout pas caresser cette petite fourmi dufteuse. Ce que tu regardes n'est pas une fourmi du tout, c'est une espèce de guêpe. Cette coloration en noir et blanc a un objectif, avertir les autres de la puissante piqûre de cet insecte.
Et si cela ne suffit pas à te faire reculer, la guêpe émettra un couinement. Cela semble mignon pour nous, les humains, mais cela signifie qu'une piqûre douloureuse est imminente. Tu marches sur la plage en direction de l'eau, mais quelque chose semble différent aujourd'hui. L'eau est d'un vert éclatant et ton nez se remplit d'une odeur bizarre d'œuf pourri. Dois-tu t'approcher pour vérifier quel est ce phénomène? Non. Arrête-toi tout de suite avant qu'il ne soit trop tard. Ce que tu vois s'appelle une prolifération d'algues nuisibles, également appelée efflorescence algale, et s'en approcher est une très mauvaise idée. Cet amalgame contient des algues qui peuvent produire des gaz toxiques très dangereux. C'est ce qui fait que certains lieux touristiques qui étaient autrefois populaires sont devenus déserts. Tu peux aller sur une plage au bord de la mer ou au bord d'un lac et voir quelque chose qui ressemble à de l'écume de couleur bleu-vert qui flotte sur ou juste en dessous de la surface de l'eau. En fait, cela ressemble à des sortes de traînées de peinture vert vif. Certaines fleurs d'eau, appelées marées rouges, peuvent aussi colorer l'eau en brun ou en rouge. Quoi qu'il en soit, si jamais tu vois quelque chose dans ce genre, essaie de te tenir à l'écart, de contrôler ta curiosité et de ne pas partir à la découverte de ce drôle de phénomène. Lorsque les algues se décomposent, des poches de gaz toxiques de sulfure d'hydrogène se retrouvent emprisonnées sous la croûte. Si tu marches sans le savoir sur une poche pareille, tu libéreras le gaz et pourras l'inhaler accidentellement. Autant te dire que cela risque de se finir tragiquement. Sur certaines plages, les bulldozers empilent les algues dans des camions à benne et les amènent dans des centres spéciaux. Là, les travailleurs sèchent les algues et s'en débarrassent. Mais parfois, ces centres doivent être fermés temporairement. Les algues mélangées à du sable et à de la boue sentent alors tellement mauvais que les habitants ne peuvent pas dormir la nuit à cause de cette puanteur. Il existe 3 types d'algues dangereuses qui peuvent devenir nocives. Les cyanobactéries, les dinoflagellés et les diatomées. Toutes sont composées de minuscules formes de vie flottantes qui utilisent la lumière du soleil pour créer leur propre nourriture. Les proliférations d'algues bleu-vert sont causées par les cyanobactéries. Elles produisent des toxines dangereuses qui détruisent les tissus nerveux. La situation peut devenir tellement grave que les stations d'épuration des eaux ne parviennent pas à se débarrasser de la toxine. Dans ce cas, il est recommandé aux habitants de ne carrément plus utiliser l'eau du robinet. Les dinoflagellés et une sorte de diatomée sont responsables de la création des marées rouges. Elles se produisent principalement dans les baies des océans. Pour qu'une marée rouge se forme, l'eau doit être chaude, salée et riche en nutriments. Ce genre d'efflorescence libère une énorme quantité de toxines différentes. Au Texas, avant, les marées rouges n'avaient lieu qu'une fois par décennie. Aujourd'hui, elles se produisent tous les 3 ans. En Floride, les marées rouges apparaissent tous les ans. Les diatomées sont longues et fines et peuvent produire des substances toxiques nocives pour l'homme. Pire encore, si certains crustacés comme les couteaux mangent beaucoup de ce plancton, ils deviennent eux aussi toxiques. C'est pourquoi les consommer peut mener à une catastrophe. C'est l'une des raisons pour lesquelles on surveille les eaux de la mer. Si les niveaux de toxines deviennent trop élevés, les plages sont fermées pour éviter la récolte des coquillages. Les proliférations d'algues nuisibles peuvent durer de quelques jours à quelques mois. Elles suppriment tout l'oxygène de l'eau et entraînent la disparition de la vie marine. Mais la situation est encore pire lorsque les microbes commencent à décomposer les algues à la fin de cette prolifération. Ils consomment alors encore plus d'oxygène et aucun poisson ne peut plus y survivre. Cela crée d'énormes zones d'eau presque totalement dépourvues d'oxygène et de toute forme de vie végétale ou animale. Les proliférations d'algues nuisibles apparaissent dans les régions où l'eau contient trop de nutriments, et les nutriments les plus courants proviennent de l'agriculture et d'autres industries. De plus, les moussons d'hiver sont devenues plus chaudes et génèrent désormais plus d'humidité. Cela permet aux algues de se rassembler en d'énormes proliférations. Certaines d'entre elles deviennent si énormes que de gros tourbillons verts peuvent carrément être observés depuis l'espace. Mais toutes les proliférations d'algues ne sont pas nuisibles. Certaines d'entre elles ne font qu'ajouter un mauvais goût à l'eau, changer sa couleur ou produire des odeurs dégoûtantes. Malheureusement, tu ne pourras pas distinguer les algues toxiques des algues totalement inoffensives juste en les regardant. Les algues ne sont pas les seuls organismes qui semblent complètement inoffensifs. Voici d'autres habitants marins qu'il ne faut jamais toucher. La méduse Irukandji, qui vit en Australie, semble minuscule et totalement innocente. Mais les apparences sont trompeuses, et ce bébé de la taille d'un ongle humain est en fait mortel. Pendant la saison qui va de novembre à mai, des tonnes de plages sont fermées à cause de ces petites créatures. Ce qui rend les méduses particulièrement dangereuses, c'est leur taille miniature. Tu ne les verras tout simplement pas en nageant. Oups. La pieuvre aux anneaux bleus n'a pas juste l'air parfaitement inoffensive, elle est aussi d'une beauté à couper le souffle. Mais ne te laisse pas tromper par son apparence. Tu ne voudrais surtout pas tomber nez à nez avec cette créature relativement petite de 20 cm de long. Elle transporte suffisamment de venin pour assommer 26 adultes en quelques minutes. Et une fois que l'animal se sent menacé, eh bien, tu peux probablement deviner le résultat. Dans de nombreuses villes et forêts, il y a des marques de couleurs sur les arbres qui peuvent sembler bizarres pour un œil non averti. En fait, la plupart de ces marquages sont utilisés
pour 2 raisons. D'abord, pour faire ressortir les arbres à couper, à épargner ou à éviter. Et ensuite, pour établir une ligne de démarcation visible délimitant une portion de forêt que l'on possède. Il n'y a pas de règle spécifique pour la couleur ou la forme des marquages, mais les plus universels pour la coupe sont des lignes bleues, tandis que ceux qui indiquent la préservation sont généralement orange ou jaune. Les arbres situés dans les limites de la ville sont généralement marqués pour la coupe par des lignes ou des points de couleur rouge, orange ou jaune. Si tu vois un tel marquage sur un arbre et que ta voiture est garée à proximité, il vaut mieux la déplacer pour éviter que l'arbre ne lui tombe dessus quand il sera élagué. Les arbres d'une forêt peuvent être marqués pour leur préservation, notamment s'ils ont un intérêt pour la vie sauvage comme des cavités dans lesquelles les animaux peuvent s'installer, ou encore parce qu'il y a des nids sur leurs branches. Il est fréquent de laisser des arbres intacts pour ne pas déranger les oiseaux et les autres animaux qui s'y trouvent. Les grands arbres sains qui portent des graines et des noix sont marqués de la même manière car ils fournissent de la nourriture à beaucoup d'animaux qui se nourrissent de ces fruits. Étonnamment, les arbres en mauvaise santé peuvent aussi être protégés, par exemple si les pivers semblent les apprécier, ce qui signifie qu'ils recèlent de nombreux insectes dont les oiseaux raffolent. Les marques de couleur sur les arbres d'une forêt peuvent aussi signifier son appartenance jusqu'à une certaine limite à un propriétaire qui souhaite le faire savoir. Ces marques peuvent être de n'importe quelle couleur et de n'importe quelle forme, mais elles ont toujours 2 caractéristiques spécifiques que tu ne peux pas manquer. La première est que les marques sont alignées de façon relativement droite, de façon à signifier la limite d'un territoire. La seconde caractéristique est que selon les règles, les marques doivent être assez proches les unes des autres, afin que la suivante soit clairement visible depuis la précédente et inversement. Certains pensent que des marques jaunes sont laissées sur les ginkgos femelles, qui poussent autour des villes américaines, mais il n'y a pas de preuve concrète de cela. En revanche, tu peux trouver une carte détaillée de l'emplacement de ces arbres à New York ou à Washington, par exemple. Les ginkgos femelles méritent leur propre carte car ils produisent des fruits à l'odeur nauséabonde. Si tu as déjà eu un morceau de beurre rance dans ta cuisine, tu connais probablement ce parfum. Ces arbres ont été apportés aux États-Unis au XVIIIe et XIXe siècle, à l'époque où l'attrait pour l'exotisme était fort. Et comme les ginkgos sont des arbres très robustes qui peuvent résister à des conditions difficiles, ils sont devenus populaires dans le pays. De nombreuses villes les ont plantés à des fins de décoration, mais malheureusement, beaucoup d'entre eux se sont avérés être des femelles. Pour éviter que les arbres ne répandent leur odeur désagréable dans les villes, ils ont été pulvérisés avec une solution spéciale qui les empêche de fructifier. La solution est sans danger pour les gens et les animaux. Il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter de se trouver à proximité quand ils se font traiter. Des marques de couleur peuvent aussi être vues dans les rues, pas seulement sur les arbres. Si tu te promènes dans la ville et que tu vois une ligne rouge sur le trottoir par exemple, cela signifie qu'il y a une ligne ou un câble électrique en dessous. Ces lignes sont rouges pour attirer l'attention sur le danger potentiel, car si les câbles sont endommagés en creusant, cela peut entraîner de graves problèmes, peut-être même pire qu'avec les tuyaux de gaz. Les lignes oranges ont essentiellement la même signification, sauf qu'elles indiquent la présence d'une ligne ou d'un câble de télécommunication ou de signalisation. Ces câbles ne transportent pas d'électricité, donc les perturber n'est pas aussi grave que d'endommager des câbles électriques, mais cela causerait quand même beaucoup de désagréments aux gens du quartier. Par exemple, la rupture d'un câble en fibre optique pourrait couper Internet dans une vaste zone jusqu'à ce que les dommages soient réparés. Une ligne jaune signifie qu'il y a du gaz naturel, du pétrole, de la vapeur, de l'essence ou un autre conduit de matière inflammable en dessous. Les lignes sont généralement dessinées de manière à montrer la direction dans laquelle le tuyau est posé en dessous, et la ligne elle-même se trouve en son centre. Le jaune est une couleur d'avertissement au même titre que le rouge, ce qui est parfaitement logique, puisqu'un tuyau de gaz percé et une étincelle peuvent entraîner une véritable catastrophe. Les lignes vertes signifient qu'il y a un égout ou un collecteur d'eau pluviale sous terre. La rupture d'une canalisation d'égout peut coûter à un ouvrier toute sa carrière, et pour une bonne raison. Il suffit d'imaginer le genre de dégâts que cela entraînerait. Et outre le fait que le contenu de l'égout dégorge créant le chaos à la surface, endommager les canalisations entraînera à coup sûr d'énormes frais de réparation et beaucoup de désagréments pour tous les riverains. L'eau étant souvent associée à la couleur bleue, la logique veut que les marquages de la ville indiquant une source d'eau potable soient bleus également. Endommager une telle source n'est pas aussi grave que de casser un tuyau de pétrole ou un câble électrique, mais c'est tout de même très problématique pour les gens autour. Dans les grandes villes, cela causera souvent plus de nuisances que d'accidents graves, car on y dispose généralement d'un accès privilégié à l'eau potable. La rupture d'un tuyau ou d'une conduite d'eau posera problème au projet d'excavation ou de construction qu'il a probablement causé lui-même.
Les fourmis de velours sont venimeuses, mais leur venin est moins puissant que celui des abeilles, donc ce n'est pas vraiment dangereux. Cependant, la douleur peut être importante. Et si tu veux écraser cet insecte, bonne chance. Ils ont une carapace exceptionnellement résistante qui les protège des autres insectes piqueurs et même des oiseaux. Les termites s'attaquent à tout ce qui est en bois et aussi aux fourmis. Lorsque des fourmis empiètent sur leur territoire, les termites sortent de leur fameux monticule et rendent plus de coups qu'ils n'en reçoivent. Ces insectes sont aveugles, mais leur tête est équipée d'une espèce de mitrailleuse naturelle. Ils crachent de l'acide sur leurs ennemis, les chassant plus vite qu'ils ne sont arrivés. Ne touche jamais du doigt ce jet d'acide. La sensation est vraiment désagréable. Et pour ce qui est de cracher, les coléoptères bombardiers sont imbattables. Cette bestiole est déjà assez menaçante en soi, de par son apparence, mais lorsqu'elle se sent menacée, elle asperge son ennemi d'un liquide bouillant. L'insecte possède une poche dans son abdomen où 2 substances sont conservées à cet effet. Lorsqu'elles se mélangent, juste avant d'être projetées, elles deviennent rapidement extrêmement chaudes. Cela pose de gros problèmes même aux oiseaux. Et les autres insectes n'ont tout simplement aucune chance de s'en sortir. Les guêpes pepsis sont de longs insectes minces, avec de belles ailes couleur rouille et des antennes jaunes. On a tendance à les trouver dans les forêts tropicales d'Asie, d'Amérique et d'Afrique. Elles aiment rester seules et vivent enfouies dans le sol. Si jamais tu croises une de ces guêpes, assure-toi de t'éloigner très lentement. Ces insectes n'attaquent que s'ils sentent une menace. On dit que la piqûre de guêpe pepsis est l'une des plus douloureuses au monde. Elle est incroyablement intense et dure de 3 à 4 minutes. Une fois passé ce temps, la piqûre ne nécessitera pas de soins urgents et devrait guérir d'elle-même. La guêpe jaune est un insecte dangereux que l'on trouve dans le monde entier.